L'introduction, deuxième partie. Boutros Ghali ne s'est pas fait que des amis quand il a dit que les Américains étaient à 100% responsables du génocide rwandais. Au départ d'État à Washington, sous l'impulsion de la secrétaire d'État elle-même, Madeleine Albright, on les surnommait Insulte suprême, Frenchie. Or, il a rendu un grand service en décrivant sans ménagement les ajustements des États-Unis au Conseil de sécurité en avril 1994. Les États-Unis, avec l'appui énergique de la Grande-Bretagne, ont tout fait pour empêcher la mise en place au Rwanda d'une force des Nations Unies et ils y sont parvenus. Il a ajouté en entrevue que la France et le Nigeria défendaient avec vigueur le renforcement de la mission militaire au Rwanda, alors que le tandem États-Unis-Royaume-Uni s'y opposait vivement. Le document déclassifié du département d'État confirme ce blocage par Washington. La déclaration Boutros-Ghali a fait voler en éclats une idée particulièrement tenace, à savoir que la communauté internationale aurait été insensible au drame rwandais. La vérité, c'est que Washington et Londres sont restés officiellement insensibles pour des raisons hautement stratégiques. D'autres pays ont tout fait pour favoriser une intervention réelle et efficace. 13 ans plus tard, à la lumière de l'appui indéfectible des États-Unis et du Royaume-Uni ainsi que du Canada et de la Belgique au régime de Paul Kagame. Et considérant la pénétration de ces pays en Afrique centrale, on voit qu'il y avait de la méthode dans le refus de Washington de Londres d'intervenir au Rwanda en avril 1994. L'ambassade du Royaume-Uni est la plus importante à Kigali, alors que ces pays n'avaient même pas de consulat en 1994. L'intervention musclée de l'ONU aurait empêché le Front patriotique rwandais de prendre le pouvoir de façon nette. Elle aurait obligé cette armée de partager le pouvoir avec l'ancien gouvernement, comme cela avait été convenu dans les accords de paix d'Arusha de 1993. Accords que la communauté internationale avait appuyé, du moins officiellement, au moyen d'une mission de maintien de la paix dirigée par Roméo Dallaire. La question se pose toutefois. Y avait-il une mission secrète dans la mission officielle dirigée par Roméo Dallaire en 1994? C'est peut-être que cette mission dans la mission ait été de permettre au FPR de prendre le pouvoir? D'autres idées reçues fondent à vue d'œil. À titre d'exemple, le régime de Kigali a décidé que la date officielle de commémoration du génocide rwandais serait le 7 avril. Date qui, selon lui, est celle où tout a commencé. L'ONU et le Canada ont emboîté les pas servilement. Or, ce choix devient ridicule dès lors que l'on connaît les résultats de l'enquête du juge antiterroriste François-Louis Bruguière sur l'attentat du 6 avril contre l'avion du président Juvenal Habyarimana. Si cet attentat n'avait pas eu lieu, il n'y aurait pas eu de massacre, pas de génocide. Ainsi, le choix de commémorer le génocide le 7 avril au lieu du 6 paraît sous son vrai jour une autre tentative d'étouffer la vérité sur ces crimes terroristes. Même les idées reçues sur le nombre de morts tombent. Le mantra des génocidaires Hutus qui ont massacré environ
800 000 Tutsis et Hutus modérés. Mais ne tient plus la route non plus. Grâce, entre autres, aux chiffres établis par le témoin expert en charge du tribunal pénal international pour le Rwanda, Philippe Reytjens, témoin appelé pour prouver la culpabilité des accusés. Grâce aussi à des témoignages d'anciens membres du Front patriotique rwandais, dont le lieutenant Abdul Joshua Ruzibiza, Philippe Reytjens brosse un portrait beaucoup plus nuancé, complexe et troublant que celui présenté sans cesse par les médias du monde. Selon lui, 60 000 Tutsis et 500 000 Hutus ont été massacrés. Ces chiffres indiquent la volonté de certains d'éliminer les Tutsis, mais ils démontrent également que l'histoire du Rwanda en 1994 ne se limite pas au massacre des Tutsis et des Hutus modérés. Une mise en garde s'impose en ce qui concerne les chiffres. D'après Serge Desouter, autre témoin expert ayant vécu 18 ans au Rwanda, l'évaluation du nombre de victimes est un exercice périlleux, tout aussi périlleux que celui qui consiste à établir à quelle ethnie appartiennent les victimes. Aucune étude sérieuse et non partisane n'a été menée sur le terrain pour essayer de déterminer le plus précisément possible le nombre de victimes respectives des massacres de 1994. Les estimations vont de 200 000 à 1 million. Des auteurs écrivent également: le régime actuel à Kigali refuse de parler des Hutus et des Tutsis, tout sauf quand cela lui est profitable. Lui seul a le pouvoir secret et magique de reconnaître les crânes des Tutsis. Par ailleurs, les témoignages d'Abdul Ruzibiza, membre de l'armée patriotique rwandaise, branche armée du FPR, et son livre Rwanda, l'histoire secrète, nous aide à comprendre pourquoi il y a eu autant d'exécutions chez les Hutus, crimes dont les auteurs demeurent impunis. Libre comme l'air, les témoignages de Ruzibiza, maintes fois corroborés par d'autres auteurs et observateurs, démolit aussi l'idée reçue selon laquelle l'armée du FPR, stationnée à la frontière de l'Ouganda, au nord-est du pays, aurait pénétré au Rwanda et marché sur la capitale pour mettre fin au génocide. La réalité, c'est que cette armée, issue de l'armée nationale de l'Ouganda, a déclenché une guerre d'agression le 1er octobre 1990 sous les yeux de la communauté internationale. Elle a poursuivi cette guerre meurtrière avec l'appui surtout de Washington et de Londres, mais aussi de Bruxelles, jusqu'à la prise du pouvoir en juillet 1994. Elle a continué les massacres au Rwanda, envahi l'ex-Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo, en octobre 1996, bombardé des camps de réfugiés, pourchassé les réfugiés et la population congolaise, faisant au passage entre 1996 et 2007 plus de 4 millions de morts. On a estimé que le Rwanda comptait près de 100 000 soldats enregistrés en 1999. En comparaison,
Les forces canadiennes ne dépassent pas 60 000 pour une population de 3 fois plus importante et une superficie au moins 100 000 fois plus grande. Et le chef de ce pays et de cette armée, le général Paul Kagame, continue à jouir de l'appui de Londres, de Washington et de Bruxelles et d'Ottawa qui déroulent le tapis rouge pour le recevoir. Paul Kagame a même reçu en avril une médaille d'honneur de l'Université de Sherbrooke au Québec. Les idées reçues sur le Rwanda tombent et à mesure qu'elles tombent, il devient évident que l'utilisation abusive de l'expression génocide rwandais a eu pour effet d'étouffer la vérité sur des crimes terribles commis dans ces pays. Parmi les crimes qui ont été suivis des mensonges, et d'étouffement de la vérité, signalons la planification et l'exécution de la guerre d'agression et de l'attentat du 6 avril, l'assassinat au Rwanda des pères Guy Pinard et Claude Simard par les FPR, la guerre oubliée au Congo qui sévit depuis octobre 1996, la déstabilisation de toute l'Afrique centrale et l'exploitation honteuse de ces vastes ressources naturelles. Dire que ça ne s'est pas passé comme ça à Kigali, c'est refuser de fermer le livre, c'est refuser d'oublier. Pour cela, je persiste. Essaye.